c'est de nouveau. C'est des savoirs qui existent depuis longtemps sur cette terre. Et je pense aussi que tout le monde ait ses connaissances aussi à l'intérieur de vous. Donc, on va parler aujourd'hui de comment changer nos pratiques en tant qu'organisme communautaire, organisme sans but lucratif qui lutte pour les droits humains, pour l'environnement, etc. Et les bailleurs de fonds de toutes sortes qui veulent soutenir ces objectifs-là. Donc, je vais présenter les trois personnes qui vont prendre la parole. Donc, merci d'être là. Il y a Michelle Ledon, la directrice générale de la Fondation de la famille Paty. Bonjour. Il y a Marie-André Farmer qui travaille à la Fondation de Grand Montréal. Et il y a aussi Ousseynou Ndiaye, c'est un itinéraire pour tous, qui est un organisme qui soutient le bien-être et le pouvoir d'agir de la communauté de Montréal-Nord. Allô tout le monde. On va faire une très courte présentation des principes de base sur la philanthropie basée sur la confiance et les mythes aussi courants autour de cette pratique. On va faire ça rapidement parce qu'on veut se lancer dans les nuances. Et c'est ça l'objectif de notre conversation aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup de temps pour les questions, donc n'hésitez pas d'ajouter vos questions dans le chat et plus tard, on va avoir une trentaine de minutes pour vous aussi de prendre la parole, de poser des questions, de partager peut-être vos expériences. Évidemment, l'objectif de notre réunion aujourd'hui, c'est pas de explorer les occasions d'être financés par les fondations qui sont présentes, mais j'imagine qu'ils sont très ouverts à y parler après le webinaire. Donc, oui, on va se lancer. Ça va? Il y a beaucoup de mots sur cette diapo, mais je voulais partager cela parce que c'est un peu le pourquoi et le contexte. Donc, ce terme-là, la philanthropie basée sur la confiance, a été créé il n'y a pas longtemps, quelques années. Il y avait des bailleurs de fonds aux États-Unis qui ont décidé de se réunir pour en discuter et ils ont un excellent site web qui s'appelle Trust-Based Philanthropy Project avec beaucoup d'informations. Mais l'important, c'est que c'est un changement de posture des bailleurs de fonds qui dit nous avons la responsabilité de reconnaître et d'affronter la réalité selon laquelle la philanthrope a souvent contribué à des inégalités systémiques, tant dans la façon dont la richesse est accumulée que dans la façon dont sa distribution est contrôlée. Bien que ces discussions puissent être difficiles, ce type d'autoréflexion est fondamental pour le travail de la philanthropie basée sur la confiance. En tant qu'individus et institutions, nous devons être prêts à examiner nos propres relations avec le pouvoir. Donc, c'est un bon début, je crois. Et il y a, je crois, 6 valeurs qui sont décrites par le Trust-Based Philanthropy Project. Elles sont l'équité systémique, de reconnaître qu'on n'existe pas dans une société égale. Il y a toutes sortes d'inégalités et c'est important d'avoir cette reconnaissance dès le début. La redistribution du pouvoir. Donc, les bailleurs de fonds ont beaucoup de pouvoir. La décision d'où va l'argent
de choisir les thématiques pour investir, etc. Les relations au cœur des actions. Donc, ça, c'est une valeur dont on va discuter beaucoup aujourd'hui, de privilégier les bonnes relations, les relations saines, ouvertes, honnêtes. La collaboration, l'imputabilité et l'apprentissage continu. Parce qu'on est des êtres humains et l'apprentissage se fait dans l'action. Donc, on ne peut pas apprendre tout avant de rentrer dans une pratique comme la philanthropie basée sur la confiance. Il faut le faire et prendre une posture d'apprentissage et de savoir qu'on va faire des erreurs des fois, mais c'est normal. Donc, les 6 principes de la philanthropie basée sur la confiance sont de fournir un financement opérationnel pluriannuel, de s'éduquer et de s'informer en tant que bailleur de fonds, parce que les bailleurs de fonds oublient des fois qu'ils sont des acteurs dans un système et qui ne sont pas à l'extérieur de cela. Donc, c'est important vraiment de être au courant et de poser des questions, d'apprendre beaucoup. 3e principe, de simplifier les processus de demande de fonds et de reddition de comptes. Je pense qu'on va parler un peu de ça aujourd'hui aussi. D'être transparent et réactif. En anglais, le mot est plus responsive. Réactif, pour moi, c'est reactive, mais ça veut dire qu'on répond aux besoins, on répond à ce qu'on apprend, on écoute bien nos partenaires sur le terrain. De solliciter et de donner suite aux commentaires à partir de nos parties prenantes et d'offrir un soutien qui va au-delà du financement. Donc, je voulais parler rapidement de 4 mythes autour de la philanthropie basée sur la confiance. Le premier, c'est que d'obliger les bénéficiaires, ça veut dire les organismes qui reçoivent des fonds, à s'en tenir à un budget, à un plan de projet détaillé, que ça va permettre d'obtenir de meilleurs résultats. On voit ça surtout dans le financement par le gouvernement, qui oblige vraiment un plan de travail très, très détaillé et aucun changement ou très peu de changement au budget, etc. Mais la pratique de la philanthropie basée sur la confiance a prouvé qu'en fait, le financement opérationnel permet aux organismes partenaires de répondre mieux aux besoins et aux opportunités émergentes dans les communautés. Parce qu'on sait que les choses changent rapidement et c'est les gens sur le terrain qui vont le voir en premier et peuvent répondre. Deuxième mythe, les bailleurs de fonds ont avantage à cibler une intervention ou une stratégie précise. Donc, souvent, les bailleurs de fonds ont une thématique, mais il y en a qui vont aller beaucoup plus loin dans on va financer que ce genre de projet. Mais en fait, les organismes partenaires sont plus au fait des besoins du terrain, comme je viens de dire, et peuvent identifier les interventions nécessaires au fil du temps. Un 3e mythe, c'est autour de la rigueur. Donc, on croit que la rigueur dans la philanthropie repose sur des formulaires de demande, de subventions, des rapports écrits, détaillés, mais la réalité, c'est que ce genre de paperwork représente une charge administrative importante pour les organisations et ça enlève leur temps et les ressources humaines en dehors de leur mission et de leurs objectifs pour la communauté. Et on a trouvé que, en fait, la responsabilité peut se faire autrement. Par exemple, par les relations de transparence et de honnêteté. Et le dernier mythe,
c'est l'apport d'un bailleur de fonds et le financement qu'il offre, mais en fait, les bailleurs de fonds ont beaucoup de ressources, pas juste les ressources financières, et ils peuvent échanger des connaissances, soutenir la mise en réseau des organismes communautaires, de contribuer au renforcement des capacités, de mettre en lumière le travail des organismes communautaires et aussi de les mettre en contact avec de nouvelles opportunités avec le gouvernement ou avec d'autres bailleurs de fonds, etc. Donc voilà. Et puis, on va passer à la discussion. Donc, est-ce que c'est possible de mettre un spotlight sur Marie-André, Michel et moi? Bonjour Oui, Michel, bonjour Marie-André. oui, en effet, j'ai mis la lumière. On avait un sondage à faire entre... Ah oui, merci de me rappeler. C'est tout dans la présentation. Donc, on a un petit sondage pour vous. On va le montrer à l'écran. Merci de répondre. Il y a Juste deux une questions. question. Oui, Il y a merci. deux questions. Merci. Et on a créé des questions surtout pour les fondations et les bailleurs de fonds, mais il y a aussi des questions comme le deuxième qui est pour tout le monde. Donc, même organisme communautaire, on aimerait savoir quels principes vous pensez ont le plus d'impact dans la communauté. Quand même 60% de personnes qui participent. Bravo, merci beaucoup. Je vois que ça rentre encore un petit peu. Oui. Je vais fermer le sondage pour que vous puissiez voir les résultats à l'écran. Donc, la première question, dans quelle mesure ma fondation applique-t-elle actuellement ces principes? Évidemment, ce n'est pas tout le monde sur l'appel qui travaille pour une fondation et qui fait du bénévolat au sein d'une fondation, mais il y a quand même un tiers qui dit toujours, la moitié qui dit parfois, 10% rarement et 2% jamais. Pour la deuxième question, ça c'est intéressant. Quelles pratiques sont les plus importantes à votre avis? Donc, le premier, c'est de fournir un financement pluriannuel sans restriction. C'est une thématique que j'entends depuis toute ma carrière dans le milieu communautaire, donc depuis 25 ans. On va y arriver un jour. Simplifier les processus de demande de fonds et de reddition de comptes. Ça, c'est le deuxième. Et d'offrir un soutien qui va au-delà du financement. Quatrième, c'est d'être transparent et réactif et éduquer et informer. Et finalement, solliciter et donner suite aux commentaires des parties prenantes. Intéressant, merci. OK. Michel et Marie-André. Donc, on va commencer avec les deux représentantes des fondations. Et après, on va explorer la perspective des organismes communautaires. Donc, première question pour vous, c'est de nous expliquer les pratiques importantes que vous avez mises en place et quels sont les avantages de ces pratiques et pourquoi vous avez les adoptées. Donc, je peux poser la question en premier à Marie-André de la Fondation du Grand Montréal. Oui, merci Juniper. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. En fait, je peux répondre partiellement, puis ensuite, peut-être à la première partie de la question. Si tu veux, Juniper, donner la balle à Michel et revenir ensuite sur les raisons pour lesquelles on le fait. Est-ce que ça te va? Tout à Oui. fait. Oui. Tout d'abord, nous, je tiens à dire que la Fondation du Grand Montréal, on est loin d'être un expert, une fondation experte en philanthropie, en pratique de philanthropie basée sur la confiance.
On expérimente ces pratiques-là depuis quelques années seulement et c'est un parcours un chemin, comme on dit, que l'on emprunte et on n'est pas du tout rendu très loin dans le chemin, mais on ajoute certaines pratiques à ce qu'on fait au fil de notre distribution, puis au fil des années. Et tantôt, Juniper t'a dit dans ton message d'ouverture qu'on avait de se faire suffisamment confiance, même si on connaît pas nécessairement les valeurs, les pratiques, les principes de la philanthropie basés sur la confiance, la théorie, bien on le sait à l'intérieur de nous et je pense que c'est pas mal ce qui est arrivé à la Fondation du Grand Montréal, de la façon dont ça a émergé les pratiques. On a commencé parce dans une conversation, je me rappelle très bien du moment où c'est arrivé, c'était pendant la COVID, pendant un appel Zoom, où les organismes communautaires qui étaient présents critiquaient les pratiques administratives des bailleurs de fonds, principalement des gouvernements. Puis ça m'avait vraiment interpellée à ce moment-là, puis je l'avais pris en note et j'en avais parlé ensuite à l'interne à la Fondation, à dire, il faut vraiment qu'on simplifie nos pratiques administratives. Et c'est par là qu'on a commencé en intégrant des conversations plutôt que des formulaires d'application. La même chose pour la reddition de compte. On a commencé à le faire par conversation. Et ensuite, on s'est éduqué là, sur les pratiques de la philanthropie basées sur la confiance. On a aussi voulu être plus transparent sur nos pratiques, donc on a bonifié nos sections sur notre site Web. On s'est doté d'un cadre de distribution aussi qui est disponible sur notre site Web pour bien mettre en évidence nos valeurs et où va notre argent. On consulte de plus en plus les milieux euh, pour s'éduquer, mais aussi pour développer des relations. Donc, on ne présume pas de ce que les milieux ont besoin comme type de financement ou comme type d'appui. On passe vraiment au niveau de conversation. On est passé d'une approche qui était dite sectorielle, puis ça aussi, tu en as parlé, là, Juniper, d'une approche qui était plus traditionnelle où on focusait sur une thématique pendant un certain nombre d'années, comme la sécurité alimentaire, par exemple, ou l'éducation. Et dorénavant, on s'informe auprès des populations qu'on souhaite soutenir, ce dont elles ont besoin, puis c'est comme ça qu'on oriente nos subventions, nos programmes de subvention. On collabore aussi, on implique les communautés, les représentants du milieu sur différents comités. Notre comité d'engagement dans la communauté, par exemple, qui est un comité, une branche de notre conseil d'administration, où on a invité des membres des représentants de la communauté à s'y joindre pour avoir une vue plus représentative des besoins des communautés et aussi sur nos comités d'évaluation de programmes où on interpelle des représentants vraiment terrain qui connaissent les milieux et l'enjeu qu'on souhaite soutenir. Et on a aussi dernièrement intégré la distribution participative où on a redonné le pouvoir décisionnel complet pour une enveloppe complète aux communautés qui représentaient le comité décisionnel d'un programme de financement. Finalement, on va aussi, on essaie d'aller, ça c'est à retravailler, mais on essaie d'aller au-delà du financement, comme le recommandent les pratiques de la philanthropie basée sur la confiance. Pas tant au niveau du développement de capacité, mais davantage au niveau des mises en relation, au niveau d'une cohorte de discussion, au niveau de la relation avec d'autres bailleurs de fonds, mais aussi de la relation entre partenaires communautaires qui vivent le même enjeu, mais qui ne sont pas nécessairement dans le même secteur, soit d'activité ou sur le terrain, mais qu'on sent qu'il y aurait potentiellement des affinités. Donc, on est vraiment un acteur qui cherche à mettre des relations, à mettre des gens en commun. Donc, pour les pratiques qu'on a mis en place, je pense que c'est pas mal ça. Michel, je sais pas, est-ce que tu veux compléter? Oui, merci Marie-André, merci Juniper, merci tout le monde d'être là et à la FGM aussi pour l'invitation. J'avoue que ça va être pas mal un peu répétitif, mais chez nous à la Fondation Patty, on est une fondation privée, familiale qui est active à Montréal, mais aussi à l'international depuis plus de 15 ans maintenant. Et je suis heureuse de dire en fait que ces principes, ces valeurs étaient comme ancrés à la Fondation presque depuis le tout début. On a eu une évolution qui a pas mal accéléré aussi depuis le COVID, mais l'approche plus relationnelle et les subventions pluriannuelles et très flexibles est là depuis longtemps. On a une équipe très active qui est toujours
chez les partenaires, qui est là pour vraiment accompagner nos partenaires dans ce processus. On fait aussi beaucoup de recherches sur les enjeux sur lesquels on travaille. Donc, on peut vraiment être là en tant que partenaire de pensée, d'être là, comme on a dit, d'offrir un soutien qui va au-delà d'un financement. En termes des pratiques très concrètes, nous aussi, c'est des dons pluriannuels, des dons assez fondationnels, on peut dire, et qui sont toujours flexibles. Ça nous permet d'être agile et bien répondre aux besoins des partenaires au cours du projet, au cours des changements qu'ils vivent. Et on donne principalement sur la mission ou à la mission. Et ça veut dire qu'au moins 40-50% de chaque subvention est comme sans restriction. Et c'est important aussi de souligner que chez nous, c'est les partenaires eux-mêmes qui définissent leurs priorités, ce qu'ils veulent travailler là-dessus. C'est pas nous, c'est pas nos thématiques qui décident ça. Et je pense que c'est important aussi de dire que chez nous, on a une structure interne qui nous permet de faire des dons à des donateurs non reconnus. On a ça depuis comme la création de la fondation et ça aussi, c'était important. Ça nous permet d'être agiles, de soutenir des organismes plus émergents ou des organismes qui font face à des barrières de d'autres financements plus traditionnel. J'ajouterais ça. Merci. Et maintenant, le pourquoi et quels sont les avantages que, ouais, que vous avez observés? Ben, à la Fondation du Camp Montréal, ce qu'on observe, c'est que ça nous permet de mieux répondre aux besoins des communautés. Donc, comme j'ai dit, en y allant avec une approche populationnelle versus sectorielle, ben, on ne présume pas de ce dont les communautés ont besoin. Et on reconnaît aussi les compétences, les connaissances, l'expertise des représentants du milieu. Ça, c'est vraiment une des raisons, là, la raison fondamentale pourquoi on le fait. Compte tenu que nous, ben, on n'est pas des personnes qui vivons là, la majorité des enjeux sur lesquels on travaille. En intégrant aussi des mécanismes de distribution participatifs et des comités d'évaluation, ça nous permet aussi de partager le pouvoir et de tenter, dans notre petite mesure, de réduire les inégalités qui existent en philanthropie. Donc, on les reconnaît déjà d'une part et on veut agir là-dessus. On le fait aussi pour développer d'une façon bien qui est bénéfique pour nous, mais développer des relations, ça nous permet d'apprendre. Tantôt, Michel, tu disais que vous éduquiez sur les enjeux. Puis en développant des relations, ça nous permet vraiment de développer des connaissances qui ne s'acquièrent pas autrement qu'en parlant avec des représentants du milieu. Et plus on développe des relations, bien, plus ça nous met en contact avec d'autres organisations qu'on souhaite soutenir. Et ainsi de suite. C'est une boule qui tourne, qui nous permet vraiment d'aller toujours un peu plus loin en développant des relations, puis en ayant des discussions. Ça nous permet aussi de faire vivre les valeurs de la FGM. Et puis là, je reviens tantôt où on l'avait entre nous. Il y a un plan stratégique de la Fondation qui a été rédigé en 2021-2022 et la plupart de nos valeurs correspondent aux valeurs de la philanthropie basée sur la confiance. Donc, se rejoignent, c'est vraiment très, très intimement lié. Donc, ça nous permet de faire vivre aussi les valeurs de la FGM. Oui, encore une fois, beaucoup de cohérence entre les deux, mais je dirais pour nous, c'est aussi une question de valeur, cette idée de vraiment mettre l'accent sur l'apprentissage, la collaboration, cette approche relationnelle et pas transactionnelle. C'est très important pour la famille, l'équipe. Et je me pose toujours la question, comment on peut faire notre travail, jouer notre rôle dans cette casse-tête sociale dans la façon la plus réactive, le plus relationnelle et dans une façon qui vraiment est là pour élargir le travail des organismes. Et
je pense que ça, c'est comme la meilleure façon d'être à l'écoute, d'être présente, de bien apprendre et de comme walk the talk. Et si tu n'es pas présente et si tu ne vives pas ces valeurs, c'est difficile de créer les liens de confiance qui, par la suite, permet le travail d'être encore plus mieux facilité. Mhm. Mais c'est pas toujours facile. C'est complexe d'instaurer ces pratiques-là. Donc, parlez-nous de quelques défis auxquels vous avez été confrontés. J'y vais. Ça va. Oui, en fait, tu as parlé tantôt, Juniper, de la dynamique de pouvoir qui existe et c'est une des raisons pour lesquelles on veut mettre ces pratiques en place. Et je trouve que la transparence, c'est comme primordial dans ce type de relation si ça va bien fonctionner. Et la transparence dans les deux sens. On a appris au cours de route que c'est très important dès le début de communiquer ce qui est offert par la fondation, de bien définir pour votre fondation la philanthropie basée sur la confiance, ça veut dire quoi? Parce que les termes, les façons de travailler sont différentes pour chaque fondation et pour les organismes qui sont déjà pas très habitués de travailler avec un bailleur de fonds dans cette manière, d'être très transparent et très clair sur les définitions des attentes, ce qu'ils peuvent demander ou pas, quel type de soutien on offre au-delà d'un financement. De mettre ça très clair dès le début, c'est très important et ça facilite aussi la communication entre les deux. Et j'ajouterais sur ça, comme tu as mentionné tantôt, c'est aussi spécifique aux populations avec qui tu travailles. Par exemple, si tu travailles avec des communautés autochtones, les principes, par exemple, de réciprocité peuvent dire quelque chose de différent. Donc, c'est aussi important d'être à l'écoute et d'aller un peu cas par cas quand tu définis les relations et les termes. Je veux dire aussi que ce type de relationship building, ça mise beaucoup sur les personnels et les gens qui sont prêts à aller travailler dans ce type de relation. C'est un peu intuitif, c'est pas facile nécessairement de former quelqu'un de travailler dans ce type de relation. Donc, ça joue aussi avec le déroulement des personnels des deux côtés. S'il y a un changement d'interlocuteur, il faut comme des fois recommencer au début et comme rebâtir ces liens. Mais ça vaut vraiment le peine de le faire et de prendre ce temps, de prendre ce moment ensemble, en personne le plus possible, d'aller à la rencontre des organismes chez eux et bien assurer que vous passez les messages très clairs, très transparents, très honnêtes. Mhm. Oui, le roulement de personnel. Je pense que tout le monde a vécu ça. Et c'est clair que dans une approche relationnelle, les relations sont entre des gens. Et quand les gens changent, il faut le refaire. Intéressant. Marie-André, quels sont quelques défis? J'irai dans le même sens que, pardon, que Michel au niveau de la clarté des messages. J'abonde absolument dans ce sens-là. C'est important de définir et de co-définir certains concepts avec les personnes impliquées en fonction des différents projets. D'autres défis, c'est en fait, vraiment être intentionnel dans nos démarches parce qu'on s'est aperçu qu'une volonté ou des bonnes intentions, ça ne suffit pas. Il faut prendre des démarches intentionnelles pour aller chercher certaines populations, pour aller entrer en relation. Sinon, les organisations avec lesquelles on souhaiterait ou on a le grand désir d'entrer en relation, ne viendront pas instinctivement vers nous et la méthodologie de notre organisation ne changera pas si on la fait pas changer intentionnellement.
J'ai parlé d'aller chercher les petites organisations, mais ça, c'est tout un défi parce que ça prend de la confiance. Tantôt, on parlait des relations de pouvoir dans la philanthropie, on parlait des inégalités. Bien, ça, c'est ancré, ça perdure depuis tellement longtemps qu'il y a certaines petites organisations qui ont perdu confiance envers des bailleurs de fonds. Donc, si on veut renverser la vapeur et leur accorder un financement, ce n'est pas automatique que ces organisations-là vont vouloir engager un dialogue avec nous. Donc, il faut développer une relation pour le faire et encore là, vraiment être intentionnel dans nos actions et prendre le temps nécessaire, utiliser le bon langage, utiliser la bonne approche pour le faire, pour ne pas brusquer les choses. On veut aussi, un autre défi qu'on a remarqué dans les dernières années, dans les derniers mois, c'est l'équilibre interne à la Fondation entre ce qu'on a désir de faire, on veut changer les choses, mais ce qu'on est capable de faire, ce que l'organisation aussi peut absorber comme changement. Mais aussi ce que l'équipe qui est impliquée au quotidien peut faire en termes de charge mentale, de charge émotive, qui est liée à la philanthropie basée sur la confiance. C'est pas à prendre à la légère. Et pour une fondation communautaire aussi, un défi, c'est on est une fondation qui est généraliste. On souhaite être à l'écoute de l'ensemble de la population qui vit sur notre territoire. Et c'est difficile à ce moment-là d'intégrer les deux concepts de philanthropie basée sur la confiance et de généraliste. Et finalement, il y a au niveau de l'éducation, ça rejoint aussi la transparence, la clarté des messages, mais d'un point de vue aussi à l'interne, comment on éduque toute l'organisation passant des différentes équipes de travail. La gouvernance, c'est un changement majeur de culture organisationnelle. Il faut prendre le temps nécessaire pour le faire, utiliser les bons mots, puis avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître que parfois on se trompe, puis parfois on ne fait pas les choses de la façon dont on devrait les faire si tout était parfait, mais on ne vit pas dans un monde parfait. Et aussi l'éducation auprès des membres des comités. Tantôt, je parlais qu'on invitait certains membres de la communauté à être sur nos comités. Les concepts de philanthropie basés sur la confiance ne sont pas nécessairement compris de la même façon par toutes les personnes. Donc, il peut y avoir parfois une certaine tension entre les concepts de la façon dont nous, on les conçoit et les membres des différents comités, entre autres sur la distribution participative et la philanthropie basée sur la confiance. Ça nécessite beaucoup de temps. Donc, le temps est un défi avec lequel il faut composer. Et on va prendre quelques minutes de plus pour parler de la question qui tue. Donc, est-ce qu'il y a encore de la rigueur? C'est quoi le rendre compte dans un contexte de philanthropie basé sur la confiance? On est très habitué à poser la question, c'est quoi l'impact? Il faut le mesurer. Donc, même les conseils d'administration des fondations peuvent poser ces questions-là. Donc, comment vous faire face à ce défi de démontrer que, en fait, la responsabilité est là encore, c'est juste fait d'une autre façon. Qui veut commencer? Peux-tu y aller, Michel? Oui, vas-y, tu as des beaux exemples de ça, vas-y. Ah. En fait, on réfléchit en ce moment même sur la définition d'impact. Tu l'as dit, Juniper, c'est prendre le temps de se questionner nous-mêmes sur qu'est-ce que l'impact veut dire avant même d'entamer un projet, puis avant de demander une reddition de compte à une organisation appuyée, quel est l'impact sur lequel on souhaite s'attarder et éventuellement même le co-définir ensemble pour que les facteurs de succès soient justes et équitables pour l'organisation qu'on soutient, s'assurer qu'on va les questionner sur des éléments auxquels ils vont avoir été exposés avant le moment de la discussion sur l'impact. On a aussi, on facilite certains échanges au niveau de l'impact ou de la reddition de compte. On a récemment essayé, fait
un test pour une reddition de comptes collective. Donc, on a réuni toutes les organisations qui avaient été soutenues dans le cadre d'un même projet et ces organisations-là ont pu partager entre eux. Donc, ça a facilité le réseautage, mais aussi une ouverture beaucoup plus grande sur les bons coups et les défis, les apprentissages qui avaient été rencontrés au cours de la dernière année. Fait que ça a été hyper instructif et positif pour les organisations présentes, puis pour nous aussi. Et ce qu'on se rend compte aussi au niveau de la rigueur, c'est en prenant le temps de développer des relations de confiance, en prenant le temps de développer des relations, bien, on obtient une rétroaction, un feedback qui est beaucoup plus réel que par écrit, d'une part, mais aussi les organisations ne nous disent pas juste ce qu'ils pensent qu'on veut entendre, ils nous disent la vérité, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Fait qu'ils ont le courage nécessaire de nous faire part de leurs défis, de nous faire part de ce qui ne va pas nécessairement super bien. Fait que nous, on peut réajuster ensuite le financement qu'on octroie à eux, mais à d'autres aussi, à d'autres organisations. Et on est aussi à la recherche d'une rétroaction de notre part aussi de nos pratiques. Fait qu'on sollicite une rétroaction bilatérale. Oui, chez nous aussi, c'est similaire. Je dirais que par rapport des standards traditionnels, on est très chill. On essaie de pas demander plus que la ARC demande, en fait, parce que légalement, les exigences envers les redditions de comptes sont pas très énormes. Donc, chez nous, c'est plus un moment d'échange avec les partenaires une fois par année. On essaie de faire ça le plus possible en personne, en visite. C'est un moment plus de partager des questions, du feedback, d'aborder des priorités pour l'année suivante parce qu'on ne demande pas aux partenaires de projeter 5 ans à l'avance. Il peut nous dire à chaque année, OK, voici nos priorités, voici comment on veut utiliser les fonds. Donc, c'est plus un moment d'échange, de poser des questions. Et pour nous, c'est toujours le cas, encore une fois, je me répète, mais c'est les organismes eux-mêmes qui définissent leurs critères de succès ou les indicateurs, les résultats visés par les projets ou par leur mission. C'est eux qui décident. Donc, c'est aussi un moment pour nous partager ça. Et le plus important pour nous, c'est que les organismes soient équipés de réaliser leur mission et que les équipes soient en santé. Donc, si les deux sont là, pour nous, c'est tout ce qui compte. Et je suis chanceuse d'avoir un CA qui est pas mal derrière ça. Mais nous aussi, on doit encore travailler sur cette idée que sans restriction, ça veut dire sans rigueur. Parce que ça, c'est pas vrai, c'est pas pareil. Super, merci beaucoup. On va parler maintenant à Ousseynou. Bonjour, merci d'être là. Bonjour tout le monde. Et un itinéraire pour tous, peut-être juste dire quelques mots sur votre organisme avant qu'on se lance dans la discussion sur la philanthropie basée sur la confiance. Bonjour tout le monde et merci beaucoup de l'invitation. Mon nom est Ousseynou et je suis le directeur de l'organisme Un itinéraire pour tous qui est basé à Montréal-Nord et l'unique organisme qui a été créé par la communauté. Les institutions et les citoyens qui habitent le Nord-Est avaient mis en place le projet Un itinéraire pour tous en 2000 et plus tard de le réaliser en 2004 comme organisme communautaire, qui est un organisme de mobilisation citoyenne. Super. Donc, en tant qu'organisme communautaire, vous recevez des fonds de plusieurs sources. Donc, qu'est-ce qui est la différence entre recevoir des fonds d'un partenaire qui suit ces principes de la philanthropie basée sur la confiance comparé aux autres, les mainstream, avec qui est plus transactionnel au lieu d'être relationnel. C'est quoi la différence? Écoute, moi, je suis arrivé dans le milieu communautaire en 2013, donc cela fait 11 ans. Et dans les 11 ans, de 2013 à 2020, je n'ai connu que
des bailleurs que je peux appeler comme qui est beaucoup plus directive. Et quand je suis arrivé dans le milieu, moi, j'étais pas plus qu'en mode révolte parce que je pensais qu'en venant dans ce volet, c'était pour changer quelque chose. Constater, c'est que c'était impossible de faire quelque chose parce que tout était déjà défini. Et quand je regardais aussi à la création de l'organisme, les mêmes problématiques qui étaient nommées en 2000, en 2013, on les retrouvait. Et la question que je me posais tout le temps, mais comment se fait-il qu'on n'a pas évolué? Comment se fait-il qu'on n'a pas changé les choses? Mais ce que je constatais à chaque fois qu'on proposait quelque chose, ce qu'on nous disait, c'est impossible parce que le bailleur ne veut pas qu'on aille à ce niveau-là. Ce qui fait que vraiment tout était restrictif. On n'avançait pas parce que moi, je suis un peu réfractaire à travailler dans l'administration. Je fuyais donc ce milieu. Et je retombe donc dans le vol communautaire en essayant que je pourrais comme apporter quelque chose, mais techniquement, c'était impossible. C'était de la rigidité, c'était directive, et il n'y avait rien qui pourrait avancer. Et souvent, quand j'avais des occasions de m'exprimer dans la presse, ce que je disais, que ils sont déconnectés des réalités du monde. On me disait, non, ça, vous risquez de perdre des financements parce que les gens ne veulent pas qu'on aille dans ça. Mais pour moi, ce n'était pas l'idée dans la vie parce que ça ne me concernait pas moi-même, mais ça concernait les gens qui vivaient. Leurs conditions ne changeaient pas. C'était des nations au niveau des employés qui voulaient apporter des changements, mais toujours on demandait de rester dans le cadre. Et on constate que dans ces milieux, les choses évoluent rapidement. Imagine, je vous donne l'exemple, quand on est arrivé au début de la pandémie, Montréal-Nord est l'épicentre. Il y a des subventions qui étaient données par les bailleurs avant la pandémie. On en arrive là que la pandémie arrive. Lié automatiquement de penser à s'inventer quelque chose, à s'organiser par rapport à la nouvelle donne. Mais nous tous, on est figés comme organisation parce qu'on ne peut pas avancer parce que les bailleurs ne donnent pas le feu vert. Parce qu'on ne peut pas donc modifier, on peut utiliser les fonds pour organiser la poste ou autre. On est resté donc dans ce cadre-là. Et c'est là que moi, j'ai commencé à découvrir quelque chose que je nommais sans donner le nom. C'est-à-dire que le financement basé sur la confiance, fondé sur la confiance. Et qu'on a vu comment on appelle, les fondations philanthropiques Canada qui arrivent, je pense que qui ont quand même sauvé Montréal-Nord en nous organisant et à commencer à prendre les problématiques de notre milieu. C'est là qu'on commence à entendre le mot, donc que collectivement, on réfléchit sur les enjeux du milieu et que ces bailleurs donc contribuent. Et puis la réduction de comptes était là, mais nous n'étions pas dans un cadre où on passait le gros de notre temps comme gestionnaire à remplir des documents ou à répondre ou à cocher. Parce que finalement, c'est comme, OK, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Mais cette fois-ci, il y avait un réel changement donc à ce niveau. Moi, comme organisation, j'ai eu la chance de travailler dans ce cadre avec des fondations, mais j'ai eu la chance d'avoir la fondation Choquette Logo avec qui on a fait cette première démarche sans nommer le mot confiance, de les voir venir nous visiter, de voir nos réalités, de voir la sensibilité et nous la générosité de partager nos défis et de voir des solutions sont apportées. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler avec la Fondation du Grand Montréal dans ce bout et que je travaille avec. De les voir, c'est même nous, en tant qu'organisation, au sein de l'équipe, à les voir, à les croiser, à dire quelque chose, c'est l'émotion qui rentre parce qu'on a cette générosité de partager avec eux, de partager de ce que nous, ensemble, y compris la Fondation, ce que nous avons changé. Parce que, d'une manière générale, les décisions viennent de la base, de ceux à qui nous donnons le service, qui nous transmettent leurs difficultés et nous d'avoir le bout de le porter et ensemble de construire et de résoudre ensemble donc les choses. Donc de les recevoir, de voir comment on a changé ensemble avec peu de moyens la donne versus maintenant avec les fondations qui donnaient ou les bailleurs où la rigidité était là. Donc il y a vraiment une grande différence parce que là, ce volet-là est basé sur la confiance. Euh, il y a une confiance, il y a une générosité, nous tous quand même, au-delà des rapports, des échanges qu'on a, de leur partager nos bons coups et ce qu'on ne pouvait pas faire de l'autre côté parce qu'on se contentait uniquement de répondre aux désirs de ceux que je dis, donc les faiseurs de roi, parce que quand même c'est un milieu où on est tous dépendants des financements. Et puis, on se retrouvait donc dans ça. Je pense que ça, c'est une bonne démarche
d'avoir des organisations, des fondations qui essayent d'évoluer, de changer la donne. Parce que souvent, on est vraiment très, très loin des réalités des communautés. Et puis, on injecte de l'argent public parce que c'est les donateurs hein, qui donnent. Mais souvent, on injecte sans rien régler, alors qu'on pourrait faire les choses autrement. Mhm. C'est ça. Et quels sont vos conseils pour les bailleurs de fonds qui cherchent à trouver un autre moyen pour faire le rendre compte? Donc, quels sont vos conseils pour assurer que l'argent est bien dépensé, etc. Mais qu'est-ce qui a fonctionné pour un itinéraire pour tous? Les conseils, c'est tout au début, c'est qu'il y a une relation de collaboration, de partenariat, ce qui n'existait pas avec les autres, parce que le mot partenariat existait que comme mot, mais dans la réalité, on recevait que des directives d'un bailleur. Si je donne l'exemple, que ce soit la Fondation Soccer Legault ou l'exemple, comme par exemple la Fondation du Grand Montréal, c'est qu'il y a une relation déjà qui existe, une collaboration, un partenariat établi. Et que, comme par exemple, les actions, comme par exemple, mises en place, c'est des actions qui ont été donc définies. C'est-à-dire qu'il y a une communication transparente et une ouverture donc ensemble de voir où est-ce qu'on veut se rendre. Il y a une transparence donc qui est notée. Un engagement mutuel aussi des deux parties, donc sur quoi donc on veut comme par exemple travailler. La flexibilité, parce qu'on a les moyens, mais souvent il nous arrive des problématiques qui n'étaient pas prévues, mais d'avoir cette flexibilité de pouvoir quand même l'utiliser et de le justifier. Une responsabilité adaptée à nos réalités et le renforcement des capacités aussi, on le note avec quand même la Fondation du Grand Montréal. Moi, j'ai participé à des expériences, peut-être que je pourrais en parler récemment avec le partage des subventions. C'est des moments que jusqu'à date, nous, on en parle parce que c'est le communautaire qui s'est impliqué. Ils ont défini, ou le communautaire, ils ont donné la possibilité aux communautaires de définir les enjeux qui travaillent une communauté, de les mettre et comme par exemple la première cheminée, de voir l'appel d'offres, de recevoir, de faire la sélection des meilleurs projets en connaissant les complexités. On peut voir un bon projet, mais souvent se poser la question, oui, le projet est bon, mais est-ce que réellement c'est faisable à l'heure où on est avec le projet, où on est avec la réalité qu'on veut résoudre? Donc, il nous fallait donc avoir la connaissance du territoire, donc de pouvoir carrément aller dans ça. Donc, cette implication, pour moi, donc, des partenaires comme par exemple Sophie, ça, c'est des éléments qui pourront donc changer. Super. Donc, on va inviter Michel et Marie-André à nous rejoindre. Et qu'est-ce que vous avez entendu, Michel, dans les paroles de Ousseynou? Qu'est-ce qui résonne pour toi? Oui, merci Orsinu. Je pense que c'est important ou intéressant de noter en fait que ça commence à être plus la tendance du fait que avant le COVID, par exemple, c'était plus rare ou plus comme au courant dans notre milieu, mais ça commence à être plus présente. Et ce que tu as mentionné, le fait d'aller voir sur le terrain, de prendre le temps d'aller rencontrer les gens qui font le travail tous les jours, ça doit être comme très naturel de faire ça, comme mais il y a quand même des fondations qui le font pas et qui sont pas à l'aise de le faire ou ils n'ont pas la volonté. Donc, c'est très important de souligner ça quand tu es une public comme ça, des fondations, des bailleurs de fonds. Donc, merci pour ton partage. Marie-André? Oui, ben, effectivement, un peu la même chose que Michel. Ben, merci aussi, nous, pour ce partage-là. En fait, un témoignage que tu avais fait publiquement a inspiré la Fondation du Grand Montréal dans la transformation de ses pratiques. Toi et quelques autres personnes, vous aviez eu le courage de vous prononcer publiquement contre des pratiques traditionnelles et vraiment, ça a beaucoup résonné chez nous. Et ben, je suis heureuse qu'on ait pu ensuite collaborer ensemble puis qu'on ait développé une relation. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a encore
du travail qui a à être fait, de l'écoute des milieux et pas de ne pas s'asseoir sur des relations qui ont été construites dans le passé, de continuer à les entretenir parce que les situations évoluent dans les quartiers. La situation, elle n'était pas la même à Montréal-Nord avant la COVID, pendant la COVID, post-COVID. Donc, de prendre suffisamment de temps, comme le dit Michel, pour entretenir les relations, puis toujours essayer de bien comprendre l'écosystème, puis la réalité sur le terrain, c'est important. Merci. Et Ousseynou, qu'est-ce que vous avez entendu dans les paroles de Michel et Marie-André sur leur démarche qui vous avait inspiré? Ce que moi j'aime tout depuis que j'ai découvert la fondation du Grand Montréal, leur démarche, je l'apprécie beaucoup. Et ça change même la donne dans nos milieux. Donc, avoir la possibilité de venir sur le terrain, avoir la chance, parce que pour moi, c'est une générosité, parce que rien ne les oblige, que ce soit la fondation, donc, Patrick, que ce soit la fondation du Grand Montréal et d'autres, d'impliquer le communautaire dans certaines démarches. Il n'y a rien qui les oblige. Mais cette générosité, nous, ça nous touche. Et en général, quand cette générosité arrive, qu'on arrive à avoir des contacts avec ces fondations, nous, c'est là qu'on sent qu'en tant qu'organisation, même en termes de rendu ou de reddition de comptes, on est beaucoup plus, comme on appelle, ouvert à aller en profondeur, à partager nos coûts. Parce que le milieu communautaire, on carbure à l'émotion, hein, parce que c'est des bons coups de voir des gens qui réussissent, des jeunes qu'on a vus, qu'on a ramassés, qu'on a marché ensemble, qu'on a fait un bout, et de voir que derrière, il y a, comme par exemple, ces fondations-là qui sont derrière nous, c'est des choses qu'on aime. Ce n'est pas parce qu'on veut de l'argent, parce que moi, si je vous donne un exemple, au moment où je vous parle, j'ai décidé pour ce qui est rendu en 2024, volontairement, nous, au sein de l'organisation, on refuse d'appliquer dans des subventions où on pense qu'on passera plus de temps à faire des réductions de comptes. Ça, c'est volontairement que moi, j'ai décidé, que je l'ai exposé à mon CA, que je préfère me concentrer sur ceux qui veulent nous apporter de la contribution pour apporter un changement. C'est ramassé avec 1 million, mais passer le 80% de son temps à écrire des rapports, de voir derrière qu'il y a des jeunes qui ont des difficultés, des personnes qui sont en situation de vulnérabilité depuis des années. Moi, je préfère volontairement ne plus déposer. Et malgré qu'il y a des sollicitations, je dis, je suis désolé, on est désolé, on est pris par d'autres et on préfère donc s'en tirer. C'est cette démarche que nous, on a compris vraiment, c'est comme pour la nouvelle année. Et c'est une tendance que moi, je compte maintenir parce que pour le restant, pour me concentrer vraiment sur l'essentiel et ceux qui veulent apporter un changement, parce que ces communautés en ont besoin et que ces organisations qui veulent aussi faire autrement pour apporter une différence, je pense que je ne peux que les applaudir et que les encourager à aller de l'avant. Mais vous faites du bon, vous faites du très bon et ça change vraiment dans nos milieux, ça, vous pouvez le confirmer. Merci. On va passer maintenant à un petit sondage avant de répondre à vos questions, les participants. Donc, Marion va partager un petit deuxième sondage. Donc, parmi les 6 principes de la philanthropie basée sur la confiance, quels sont ceux que je souhaite le plus renforcer dans la pratique de ma fondation, si vous êtes une fondation? Et le deuxième, quels sont les principaux obstacles à un changement dans ce sens? Et si vous avez terminé, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Je crois qu'il y a aussi un Q&A. Est-ce qu'on utilise ça, le Q&A? Oui, on peut l'utiliser. On peut. Super. On a quasiment 50%, 50% de personnes qui ont répondu. Je vais laisser quelques secondes supplémentaires, mais je vais bientôt terminer. Ok, je ferme et je vous affiche les résultats.
OK, donc la pratique dont le plus de monde veut instaurer, il y en a deux. Donc, c'est d'offrir un soutien qui va au-delà du financement et de simplifier les processus de demande de fonds et de reddition de comptes. En deuxième place, il y a être transparent et réactif et fournir un financement pluriannuel et sans restriction. Intéressant de voir où vous voulez mettre vos énergies comme bailleur de fonds. Et les principaux obstacles sont la culture organisationnelle. Donc, ça, c'est très intéressant et pas surprenant. Moi, je travaille dans le milieu et souvent, c'est ça. C'est juste nos concepts, nos idées sur comment bien faire le travail qui nous bloquent. En fait, il y a plusieurs outils, plusieurs cas pour nous inspirer, mais le changement de culture est tout un défi. Donc, relié, il y a la gouvernance, la capacité de l'équipe, la méconnaissance du concept de la philanthropie basée sur la confiance. Et moins le cadre légal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cadre légal pour les fondations, en fait. Merci beaucoup. Donc, on va poser des questions. Je vois dans la Q&A une question et vous pouvez me dire qui aimerait répondre. Est-ce qu'il peut y avoir une gradation à instaurer pour encourager les 6 pratiques? Donc, ça, c'est pour mettre en place la philanthropie basée sur la confiance, que ce n'est pas tout en même temps. Donc, quels sont vos conseils pour peut-être par où commencer ou une expérience d'une fondation qui a fait ça graduellement? J'ai Michel? Oui, oui, je peux te compléter après. Oui, ben en fait, comme j'ai dit au début, nous, c'est vraiment fait à la Fondation du Grand Montréal. C'est très, très, très progressif en fonction de ce qu'on était capable de faire en termes d'équipe, puis en fonction de ce que la direction et la gouvernance étaient prêts aussi. Puis, c'est des petits pas qui ont bien fonctionné, qui nous ont permis d'avancer encore plus loin, puis d'avancer plus rapidement que d'essayer de tout implanter à la fois. Donc, effectivement, c'est progressif, peu importe par quoi on commence. Pour nous, ça a été la simplification des processus administratifs. Mais peu importe par quoi on commence, en commençant par quelque chose, ben, ça ouvre la porte pour d'autres pratiques et ça ouvre aussi les esprits. On fait face à des petits succès successivement qui, mis un à la suite des autres, ben, font avancer le processus. Fait que c'est pas mal ça que je répondrais. Oui, moi je dirais de peut-être commencer où vous êtes déjà bien ressourcé. Genre par exemple, si vous avez un réseau impressionnant, des avocats, des comptables, des trucs que vous pouvez mettre à la disposition de vos partenaires, commencez comme ça. Si le CA et le barrière on trouvait par exemple à la Fondation Patty qu'au niveau de l'équipe, on pourrait quand même faire des petits changements de nos pratiques ou dans la façon dont on parle à nos partenaires qui touchent même pas niveau de CA. Donc, tu peux quand même commencer des petits ajustements dans votre façon relationnelle, même si les grands changements organisationnels sont pas encore arrivés. C'est nous. Je passe la main. Il y a une autre question de Julie Sauvageau. Merci pour la question. Elle dit qu'on parle beaucoup de la qualité de la relation et de la confiance à bâtir. Et elle dit, je sens toutefois un obstacle à l'initiation de cette relation, à savoir, il y a un nombre important d'organismes et un nombre limité de bailleurs de fonds. Ma question est comment adressez-vous ce
déséquilibre de pouvoir dans vos fondations subventionnaires? Comment vous assurer que vous ne fermez pas la porte à de nouvelles initiatives ou de nouveaux organismes? Merci, c'est une question que j'ai souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pourrais y aller parce que je pense que nous, ça nous concerne plus. Euh, Moi, si je le mesure de mon côté, je vois qu'il y a un risque. Mais ce risque-là, là où on est rendu, moi, je suis prêt comme à aller dans ce sens parce que si c'est recevoir des fonds et que ça ne change pas la donne, à quoi ça sert de recevoir cet argent? Est-ce que réellement, moi, en tant que gestionnaire, j'ai besoin d'un salaire que je prends tous les projets pour garder une soit un semblant comme existant comme organisation, ou je dois prendre ces fonds pour changer quelque chose? Moi, je préfère changer les choses. Même si je dois le faire avec peu de moyens, au moins ce peu de moyens fera la différence que de passer le gros de mon temps, comme par exemple, à le faire. C'est un risque, mais c'est un risque en tant que tout gestionnaire, avec son comité, son conseil d'administration, y compris aussi les partenaires, les utilisateurs de services, parce que nous, nos vécus, comme si moi je prends mes vécus, c'est les questions que je pose au niveau de nos comités, des comités citoyens, que ça se discute, de voir réellement est-ce que ça a du sens, parce qu'on les implique dans la démarche. Parce que les moyens qu'on récolte, c'est des moyens qui ne sont pas destinés à une direction, mais ils sont destinés à un service de qualité. Le risque est là, mais chacun de son bout. Ce que je constate, depuis comme par exemple que ce virage, moi personnellement comme gestionnaire, je l'ai opéré, ce que je sens, c'est que j'ai plus de partenaires réceptifs que comme par exemple autres. Parce que même ce qui était dans la directive, moi, on définit ce que je veux, c'est qu'on définisse avant de s'engager, qu'on définisse comme par exemple le cadre, que nous tous, on s'engage mutuellement à ce que, comme par exemple, qu'on doit faire. Ce qui fait que ça devient vraiment un partenariat gagnant-gagnant où chacun se retrouve. Nous, le partenaire, même dans sa rigidité, va se conformer à des règles établies par les deux parties. Nous, de notre côté aussi, on s'engage, comme par exemple, à livrer le produit, mais cette fois-ci, ce ne sera plus contraignant où on passe des semaines d'insomnie quand on doit faire des réductions de comptes, parce que le cadre est défini dès le début. Merci. Comment abordez-vous cette difficulté? Mal. En fait, on en est bien conscient. C'est difficile de vivre en le sachant. C'est une réalité. Pour nous, à la Fondation du Grand Montréal, c'est difficile. En fait, on le vit en octroyant. Nos subventions sont déjà très, très peu, sont petites et assez rarement pluriannuelles pour toutes sortes de raisons, mais ça, c'en est une aussi en se disant, ben, on veut essayer d'appuyer un plus grand nombre d'organisations communautaires sur différents enjeux. Fait c'est pas une avenue qu'on emprunte sur une base régulière. Le financement pluriannuel, c'est 2 ans, 3 ans maximum, mais la plupart du temps, c'est sur une année seulement. Donc, on en est vraiment très, très conscient et on essaie de varier les organisations auxquelles on octroie des subventions et aussi de ce sur quoi on réfléchit, mais on n'a pas encore atterri sur des pistes de solutions. C'est comment les subventions plus importantes qu'on octroie dans différents quartiers ou à différents organismes pourraient éventuellement percoler sur d'autres organisations qui voudraient aussi, qui sont tout aussi riches, qui sont tout aussi bonnes. Comment elle pourrait aussi bénéficier du fait qu'une organisation sœur ou une organisation qui n'est pas trop loin a reçu du financement. Est-ce que ça ne pourrait pas être un allègement des services qui rendent sans avoir obtenu du financement? Mais c'est des idées que l'on a, des rêves en fait qu'on a à la Fondation, mais on n'en est pas encore là, on n'est pas arrivé à des solutions. Oui, c'est une excellente question et bonjour Julie. Non, c'est une question que nous pose tout le temps. À la fin de journée, nous aussi, on a des ressources limitées. Donc, vu qu'on s'engage sur le pluriannuel et on s'engage vraiment avec nos partenaires, on est toujours conscient de ne pas
initier en relation, de créer les attentes si on n'est pas prête à aller de l'avant. Donc, il y a un long processus de recherche, de prendre connaissance. Et on mise beaucoup sur notre réseau actuel. C'est beaucoup, on essaie de travailler un peu dans un esprit de cohorte ou de écosystème de changement social. Donc, si on a déjà plusieurs partenaires qui travaillent plus ou moins ensemble sur les mêmes enjeux, on essaie de voir où on peut compléter, où on peut comme combler un gap pour comme renforcer le travail de tout le monde. Donc, on essaie d'être stratégique dans ce sens, mais c'est sûr, ça exclut d'autres populations, d'autres enjeux selon le cas. Mais on est toujours en réflexion et c'est pour ça, je trouve ces échanges comme ça, c'est très important. Et le plus qu'on est à l'écoute des communautés, on peut voir nos oh my God, how do you say, blind spots, nos Angle mort. angles morts. Merci, c'est ironic, I forgot how to say that. Oui, mais vas-y, c'est une bonne question. Super. Une autre question que j'ai, c'est que des fois, je travaille avec des organismes communautaires qui sont comme « Ah, j'aimerais juste que je reçois de l'argent du bailleur de fonds. Je ne veux pas rentrer dans une relation. Je veux pas... » Parce que ça aussi, c'est prenant. Donc, est-ce que c'est vraiment comme... Est-ce que ça va... Est-ce que... Est-ce qu'il y a une valeur pour les organismes communautaires? Et comment trouver l'équilibre entre trop de temps, trop d'attente et trop de temps dans les relations versus passé? Je pense que ça, c'est la beauté de cette approche, si c'est fait bien, parce que tu fais ça en co-construction et à l'écoute de l'organisme. Donc, surtout pour des petits organismes qui n'ont pas une équipe dédiée aux relations avec les donateurs, si la question est oui, donne-moi l'argent sans restriction une fois par année et je te fais un petit coucou une fois par année de vous dire, hey, ça marche bien, ça marche pour nous. On est là si ça change, mais c'est vraiment d'être en valeur ajoutée dans notre travail et de ne pas créer encore plus des attentes ou des choses à faire. Donc, c'est vraiment le cas par cas. Ou c'est nous? Est-ce que c'est trop prenant que chaque bailleur de fonds demande une relation? Pas trop prenant, parce que moi, en tant que gestionnaire, j'aime partager, j'aime les voir, j'aime que les gens voient où l'argent qu'ils investissent se rende où. Et le gros de mon temps, je passe mon temps à inviter le monde. Venez nous voir. Parce que moi, je ne veux plus recevoir d'argent sans qu'on vienne nous voir nos réalités. Parce que c'est très beau de faire mettre sur un dessin donc l'image de Montréal-Nord, mais je veux aussi qu'on voit nos avancées parce qu'on avance comme communauté, mais souvent, donc, on a cette image. Mais j'ai besoin que ce qu'ils ont investi l'année passée, qu'est-ce que ça a changé sur la vie donc, de cette communauté? Et le défi qui nous attend de nous tous, pas nous comme organisation, mais eux aussi comme bailleurs. Donc, moi, je ne trouve jamais comme ce mot comme trop, mais je dis souvent c'est peu parce que je pense qu'il y en a qui sont autour de la table, ils ont entendu mes invitations, ça ne s'arrête jamais. Venez nous voir, c'est ce que je demande. Je n'ai pas besoin d'y chèque. J'ai besoin d'abord de vous voir, de voir où est-ce que vous comptez donc investir. Donc, ce n'est pas trop, tout dépend, comme par exemple, comme l'a dit Michel, c'est que ça dépend de la taille de l'organisation aussi, et puis de comment aussi le bien fondé aussi des organisations. Il y a de ces organisations qui ont comme avec comment ils ont été créés. Donc, c'est l'ouverture, la transparence aussi, c'est un élément important et que les gens voient aussi où l'argent est investi, donc se rendre. Merci. Il y a une question de Marc Nisbet. Hi, Marc. Bonjour tout le monde. En fait, c'est peut-être moins question et peut-être plus un facteur de succès qu'on n'a pas touché explicitement, que j'ai vécu récemment dans ce monde de philanthropie basé sur la confiance, que je voulais peut-être aborder un peu. Moi, j'ai eu le grand privilège de me joindre à l'équipe
du comité d'engagement de la Fondation du Grand Montréal récemment. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est vraiment la posture comment je le dirais, désolé, le mot m'échappe, la posture d'humilité que Marie-André et la Fondation prennent dans ces réflexions et de ce travail-là. Et je pense que pour moi, ça semble peut-être être indispensable dans ces démarches-là. Oui, être humble, c'est important. Oui, tout à fait. Parce que trop souvent, ceux qui ont plus de pouvoir, plus de ressources, croient que c'est parce qu'ils ont plus de mérite, mais ce n'est pas le cas. Oui. Oui, c'est pas nous les experts, c'est les partenaires. C'est ça on vit par ça. Oui. Hmm. Oui, Bien. et on ne pourrait pas faire notre travail s'il n'y avait pas d'organisation qui nous permettait de faire le travail. Fait que nous, on est juste une courroie de transmission d'argent qui ne nous appartient pas et le travail terrain qui est réalisé. Mhm. Il y a une autre question qu'on a reçue de quelqu'un pendant les inscriptions. Quelles sont les stratégies pour fédérer les grands donateurs vers cette pratique de confiance? Mais c'est en parler des événements comme aujourd'hui, c'est démontrer que c'est possible de le faire, que c'est pas un grand concept qui vient en bloc, c'est des petits morceaux qui s'ajoutent les uns avec les autres, que c'est possible d'adopter certaines pratiques progressivement. On a d'ailleurs à Montréal, on est un groupe de bailleurs qui partageons des valeurs similaires et on s'en parlait là, cette semaine, Michel et moi, à quel point on était devenus des amis parce qu'on a peu de personnes avec qui parler de ces sujets-là et de parler de nos pratiques. Et sachant qu'on partage des valeurs qui sont similaires, ça nous permet d'avancer. On se partage des outils de travail, on se partage plein des idées sur des organisations qu'on soutient. On va à la recherche d'informations ensemble, même on va visiter des organisations ensemble. Donc, pour fédérer, c'est en parler, c'est démocratiser les pratiques, c'est encore une fois dire avec honnêteté que c'est possible de le faire, que c'est pas si facile que ça. Puis qu'on se partage entre nous nos réussites, nos apprentissages et nos succès. Oui, c'est à travers la collaboration et le partage. Même depuis les 5 ans, je suis à la fondation, je vois un gros changement, une ouverture, plus de travailler ensemble, de partager ensemble. Et je pense on est très, quand même, c'est un peu vieille école, mais quand on voit d'autres fondations qui font ça, c'est comme moins scary, il y a moins de risques de l'essayer nous-mêmes. Donc, c'est comme, oh, well, McConnell font ça. C'est comme, OK, ben, peut-être on peut essayer aussi. So, il y a comme un peu de peer pressure de bon côté qu'on peut faire entre fondations. Merci. Parfait. Mais je pense qu'il n'y a plus de questions, mais je vais vous donner l'occasion de poser les questions dans le chat. Sinon, on va terminer bientôt la rencontre. Burning questions. Ça va? Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment une vague qui prend de plus en plus d'ampleur. Et j'avais une question que je n'ai pas posée à vous trois, mais c'était autour de la joie et parce que pour le changement social, c'est vraiment, on est là-dedans parce qu'on veut, il y a quelque chose dans nos cœurs, dans nos esprits qui veulent un changement et on veut la justice sociale, on veut un environnement sain. Et donc, il faut aussi que le travail soit
fulfilling, je ne sais pas le mot en français, mais qu'on est comblé par notre travail. Et de savoir que on avance vers une philanthropie basée sur les relations humaines, c'est vraiment ça. Je pense que on ne va pas arriver avec la bureaucratie, des choses des pratiques très mécaniques. On ne va pas y arriver. C'est vraiment, on va créer le monde qu'on souhaite dans nos relations aujourd'hui. Et c'est ça que je vois dans vos paroles que j'entends. Merci beaucoup. Merci. Merci à la Fondation du Merci Grand tout le Montréal monde. pour offrir cette occasion de se réunir. Au revoir. Merci. Merci tout le monde. Tout le monde.